Il doit venir me rendre visite ou pas? Ou il est dans la ville on ou va pas faire une petite ellipse et il arrive, mettons, il est arrivé. Tu dois l'accueillir, toi, dans le sanctuaire du Haut-Temple. En général, il est toujours seul? Parce que ça fait partie de son aura. Ou il est accompagné? Il joue beaucoup sur l'intimidation, il vient sans armure, etc. Mais comme il a quand même un certain nombre de pouvoirs de magicien, il s'en sert beaucoup pour intimider les foules. Il vient... En venant seul, en fait, il en impose plus que s'il venait avec des armes ou avec une armée. On va dire que tu es devant le temple. Tu es armé, vêtu d'or rouge. Tu sens dans ton poing la force d'un roi et la rage d'un dieu. Le magicien arrive, comme à son habitude, seul, s'approche de toi, attend que tu plies le genou comme tu as fait serment. Et ça, à chaque fois, il le fait. J'ai une lance, j'ai une lance ou une épée, je sais plus. De ton choix. Ouais, parce que comme ça, quand j'essaye de plier le genou, tu vois, je mets la pointe, pas la pointe, l'autre côté de la lance au niveau du sol, et puis après avoir plié le genou, quand je me relève, j'essaie de lui donner un coup de lance. Là, je te demande de faire un test par contre, de volonté. C'est parti. Ah. Parce que c'est le débat, c'est normal. Non, je te laisse. Bah oui, quand on a besoin de lui. Pas toujours prendre ton jeu. Ça change la façon de voir les histoires. Hein. Ah, c'est clair. Est-ce que je suis très remonté? Ouais. Allez. Ok. Donc, tu vas pour relever la pointe de la lance dans cet homme qui t'empoisonne la vie depuis 10 ans maintenant. Sa main se lève. Il prononce un seul mot. Agenouille-toi. Bon, ça fait 2, mais en mésopotamien, ça fait 4. Oui. Et quoi que tu aies voulu faire, ton genou se ploie. Il t'a encore forcé à baisser la tête. J'enrage. Il relâche son emprise. Un sourire suffisant sur le visage. À l'intérieur, des statues de pierre gigantesques ont été sculptées à l'image des dieux que la population honore. Celle que le roi magicien t'a demandée. Tu sais très bien qu'il ne croit en rien et toi-même, tu n'as qu'une relative... Tu ne penses que ce sont que des statues de pierre, des croyances bonnes pour le peuple. Tu sais très bien qu'il y a plus que cela. Comme les créatures qui te soufflent à l'oreille et ta conscience. Et tu sais que ce sont eux qui sont plus proches des dieux que toutes ces créatures de pierre. Et ces histoires pour enfants qui est contée au peuple. Pour entrer, ces géants de basalte et d'obsidienne entourent la pièce. Donc il y a des dieux et des déesses. Au centre du temple, il y a un autel sur laquelle repose la tablette. Tablette d'argile rouge. Celle que tu as gagnée. Celle que tu as trouvée. Maintenant qu'elle est posée sur l'autel, les glyphes qui la composent luisent légèrement. Le prêtre magicien, le roi magicien, s'avance et il commence à promener sa main sur la tablette. Tu sens ton cœur se serrer. C'est cette tablette.
c'est tu as C'est moi qui l'ai l'impression gagné. que à chaque fois que cet homme touche la tablette, c'est comme si on passait un poignard sur ton cœur. Tu sens que ta haine contre cet homme qui veut s'approprier encore une fois quelque chose qui te revient de droit. Et là, Gilgamesh voit rouge. L'ombre de l'archonte grandit. Gilgamesh a 33 ans. L'ombre de Gilgamesh grandit, efface complètement celle de Laura du Deva. Et Simon, tu vas juste pouvoir voir cette scène. Tu vois Gilgamesh qui s'approche discrètement, par traîtrise, de cet homme qui lui a appris tant de secrets. Et il lui plante un poignard dans le dos, profitant du fait qu'il soit concentré sur la tablette. Meurs. Alors, je cherche juste le souvenir. Le vieil homme tente encore de proférer quelques mots, mais la prise de Gilgamesh est franche, et le vieil homme s'étouffe. Il est privé de son souffle et ses maléfices sont muets. Enfin, ses membres tombent sans vie. La tablette de pierre est libérée, et Gilgamesh peut enfin s'en emparer. Le corps du vieil homme s'effondre. Gilgamesh lève la tablette au-dessus de lui. Que vais-je faire? Bâtir en l'honneur de l'homme que je viens de tuer? Et à ce moment-là, le soleil se lève et éclaire la silhouette de Gilgamesh qui lève la tablette. Une ombre gigantesque derrière lui. Simon se réveille. En sueur. Pas bien, comme s'il était fiévreux, et d'autant plus que sur tes genoux, Simon, il y a une tablette de pierre, petite, mais rouge. C'est toujours Et dans tu le. Tu mets rien. Et t'es toujours sur ton fauteuil de Toujours dans massage qui le- marche plus, hein, parce que ça fait, tu sais pas combien de temps, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. En vrai, t'as peut-être dormi peut-être 20 minutes max. Oui. Je regarde si les gens me regardent bizarrement et puis je prends la tablette. Quand tu prends la tablette, les mots s'effacent et tu as une tablette vierge. Oh petit. Je repose la tablette, je la lâche à nouveau. Elle reste là où tu l'as posée, a priori, tout de suite. Non. L'écriture revient pas. Ah, zut alors, me dis-je. Je reprends la tablette. Je regarde avec la lumière rasante, voir si je peux pas Non, voir mais des t'as écritures quand l'impression même. que Quoi. c'est bizarre, c'est comme si l'argile était frais. Que si tu voulais écrire, bah ça marcherait. Elle est pas sèche, c'est pas de l'argile cassante, c'est vraiment. Tu prends un stylo bic, hein, parce que t'as pas de poinçon sous la main, et si t'essayes de tracer quelques signes, et ben effectivement les lignes s'écrivent, mais t'écris bizarrement sur cette tablette. T'écris avec des signes géométriques comme des espèces de poinçons. Et
Tu regardes, t'as écrit quoi sur ta tablette? Qu'est-ce que j'ai pu avoir écrit En sachant que t'étais un peu en mode automatique Gilgamesh, on va dire. Te guider. Ouais, qu'est-ce que je peux... J'avais une idée, puis elle m'est sortie de la tête. Autant que Gilgamesh me la rende. Tu regardes sur la tablette et en fait, tu as écrit Michael. Et devant toi, un homme en costume, sans armure, Michael est devant toi. Il te dit, eh bien, tu as rallumé l'étincelle qui couvait. Ces 33 dernières années, tu l'as étouffé, mais cela reviendra. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Il y a d'autres trinités éveillées, d'autres âmes antiques qui te cherchent. Et surtout, l'ennemi ne dort pas. Le jardin a été trouvé. Le bouc approche. Et toi, tu dois choisir. Rester un homme ou redevenir un roi. Et Michael disparaît. Le pauvre Simon se retrouve avec une tablette vierge à la main et beaucoup de choses. Et je te propose qu'on arrête la partie scénarisée du solo pour faire quelques petites rectifications sur ta fiche. Et ben c'est parfait, génial, impeccable. Je vais te donner les bases de l'histoire de Gilgamesh, qui a une histoire secrète bien touffue et bien dense. Hein. Je dois te dire que j'en ai fait qu'une page. Ah ouais, non, il y en a quelques autres. Hein. Donc, de temps en temps, voilà, je comprends. C'était tellement prenant que des fois j'oublie, ah oui, mais il faut que je parle aussi. Bah oui, parce que là, c'est vraiment, je te fais rentrer dans toute façon. Après, c'est un peu difficile pour vous, joueurs, de savoir que oui, vous êtes vraiment le personnage de 2000. C'est-à-dire, tu es vraiment Simon Hachelman. Et en fait, Gilgamesh, c'est quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de toi. Donc, tu peux faire appel consciemment. Dans ce cas-là, ça va être avec la méditation. Par exemple, si tu rencontrais une des sociétés secrètes, par hasard, eh bien, dans ce cas-là, si tu réussis un test de méditation, tu vas avoir des infos que Simon pourrait jamais avoir, mais que Gilgamesh sait, tu vois. Mais c'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire que dans la vie de Simon de l'an 2000, les souvenirs de Gilgamesh resteront toujours en retrait. Sauf s'il y a une situation déclencheur, par exemple, si tu vois un objet qui se rattache de façon formelle à ton passé, ou alors parfois ça peut être un nom, enfin il y a des choses qui vont déclencher. Généralement ça sera pas dans les arcs principaux, mais ça pourrait. Les rêves. Parce que souvent, si tu trouves un objet, je vais pas le faire venir dans la vie de 2000 comme ça tout de suite, mais ça sera sûrement pendant une période de rêve où là, on va dire, on va être à l'abri quelque part, on va dire ça. Où là, tu vas avoir les souvenirs de Gilgamesh, mais sinon, c'est quelque chose d'actif. Donc, pour de bon, ton caractère est quand même très semblable à celui de ta vie antérieure, tout simplement parce que vous avez les mêmes signes astrologiques, donc ça détermine plein de choses. Voilà. Pas tout à fait, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent. Donc là, dans ta fiche, ce que j'ai mis, c'est la fiche Gilgamesh, en fait. Tu vas me dire, mais pourquoi est-il bon en pilotage Gilgamesh? Eh bien là, tu regarderas que tu n'as rien en base, mais tu as tout en valeur. Parce que ça, par contre, c'est parce que c'est ton métier de maintenant. Ouais, c'est ce que j'avoue. Si tu regardes tout ce qui est en base, c'est l'héritage de Gilgamesh. Qui est dans la partie valeur, c'est ce que je t'ai mis par rapport à ton métier. Parce qu'en fait, le métier, il détermine un certain nombre de compétences. C'est cool parce que ça fait des personnages, enfin ça fait un personnage ambivalent, c'est pas mal, ça je trouve. Parce qu'en fait, la base, c'est déterminé en fait avec tes ascendants, tes signes astrologiques. D'ailleurs, on va revenir à un truc, à l'aura. On n'en a pas du tout parlé parce que là, je pense que ça va se déclencher. Tu vas peut-être pas le faire exprès. Enfin, bref. Donc, comme je t'ai dit, chaque trinité a aussi 3 pouvoirs. La lame sœur,
Donc pour toi, tu peux t'en servir quand tu veux, mais par contre le pouvoir spécial feu, là ça te dépensera 2 points de karma lumière. Tu peux aussi faire appel au zodiaque, même si c'est pas ta spécialité. En fait, c'est quoi ? C'est que tu déploies une aura autour de toi. Quand tu la déploies, tu peux garder une aura déployée autour de toi tout le temps si tu veux. Même quand tu dors, elle s'éteint pas. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Par contre, quand il y a 2 auras qui se superposent, bah c'est la plus forte qui gagne. Alors des fois, c'est un peu embêtant parce que tu as d'autres trinités qui ont des auras. Et malheureusement pour toi, Trinité Tesla et Trinité Imhotep sont des spécialistes de l'aura. Donc, il faut faire attention à ce que ça se croise pas. Parce que si ça se croise, ben dans ce cas-là, il y a un test en fait d'opposition. Donc, c'est sur l'emprise. Et c'est la plus forte qui gagne. Bah, après, c'est pas l'intérêt étant pas là parce que vous avez intérêt. Souvent, il y a des auras qui sont déployées qui protègent tout un groupe. Donc, pour contrebalancer ça, l'aura, toi, quand tu la déploies, tu choisis si elle est... Si tu la déploies au corps, ça veut dire que ça ne protège que toi. À la main, ça veut dire qu'elle se déploie, en fait, en gros, à 1 mètre autour de toi. À l'épée, à 2 mètres. Et à l'œil, ça peut être jusqu'à 1 kilomètre. Et en fait, l'effet de l'aura, c'est toi qui le choisis. De base, l'effet de l'aura, tu as l'aura de la balance. Alors, t'as pas accès au souffle parce que c'est pas ta spécialité, les zodiaques. Mais alors c'est vraiment, là c'est pour ça on peut pas trop l'expliquer en cours de jeu parce que c'est vraiment un truc très méta. En fait, comme la balance, hein, c'est l'équilibre. En fait, si jamais t'arrives à faire, il faut que ton aura soit déployée par contre, au moins sur toi, au niveau corps. Si tu fais les tests avec les Deva Archonte et que t'as le même chiffre, et ben on additionne les 2 nombres. Bon, sauf si t'as 1, parce que là, t'es dans la merde. Hein, mais par exemple, imagine que tu fasses 8 et 8. Ben, dans ce cas-là, ça sera un 16. C'est une réussite et t'as pas à payer la dette de l'Archonte. Ah, d'ailleurs, je note 2 dettes. Hein. Désolée, mais j'ai noté. Voilà. Oui. Voilà. J'allais te le rappeler que j'avais. Donc pour toi, toi, ça serait. C'est vrai qu'il y a un intérêt à ce que tu les déployais tout le temps finalement, pour que ça marche le jour. C'est quand même pas très courant de faire 2 fois le même nombre avec les. Donc c'est un petit truc bonus. C'est quand t'as les 2 mêmes. Donc par contre, si t'as l'aura déployée au corps, en principe, ça va pas superposer avec une aura d'un autre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que par exemple, la Trinité d'Imhotep, lui, quand il a un pouvoir d'aura, il a des pouvoirs de protection de beaucoup de gens. Donc du coup, si toi c'est au corps, en principe ça va. Par contre, ceux qui sont spécialistes de l'aura, comme lui, et comme Tesla, mais Tesla il a encore un autre truc, ils peuvent faire ce qu'on appelle un souffle. Et là en fait, quand il y a un souffle, c'est-à-dire c'est un pouvoir boosté de l'aura, en fait, toutes les autres auras s'éteignent pour laisser celle-là et ça revient. Donc après c'est quelque chose que tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir. Après il y a des situations où vous n'êtes pas forcément les uns à côté des autres aussi. Donc c'est un intérêt. Mais c'est vrai que là en plus il y a gérer la proximité des copains pour voir. Alors ça peut être non mais là on est face à un archon 3, je me fous d'avoir mon double, autant que l'autre il fasse son mur de protection génial. Ça voilà. Donc mais ça après ça tu vas pouvoir savoir ça que en voyant ce qu'ils font. Et ça sera la surprise parce qu'ils ont des trucs. Tesla, il a un truc pas mal. Toi, t'as les tablettes. Tesla, il a un truc qui est pas mal. Hein. Et Imhotep, il a encore une chose. Ça, en fait, chacune des vies antérieures donne droit à un pouvoir qui est vraiment unique. Donc ça, c'est pas mal. Les auras, elles sont pas uniques. C'est-à-dire que ceux qui... On peut acheter des pouvoirs d'aura avec des points d'XP. Pour toi, qui est pas un adepte du zodiaque, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour les autres, eux, par contre, quand ils ont des points d'XP, quand ils peuvent, ils vont essayer de booster leurs auras. Pour en avoir plusieurs et choisir des pouvoirs différents. Maintenant, on va parler de ce qui t'intéresse, toi. Toi, tu es un adepte du grand livre. Parce que, t'as remarqué que l'histoire de Gilgamesh, ça tourne quand même beaucoup autour du pouvoir du mot. Hein. C'est quand même un des pouvoirs principaux de Gilgamesh. Donc, pour l'instant, tu as plein de trucs dans tes pouvoirs. On va les regarder ensemble, si tu veux. Alors, comme tu es adepte du grand livre, ton Deva, il fait partie du cœur des Séphirim. En fait, il y a 5 catégories de Deva, 5 catégories d'archontes. Ça, c'est un peu du méta, mais un peu des trucs dont tu veux te souvenir.
Donc, pour toi, c'est les séphirim. Alors, les séphirim, ils sont plutôt sympas, Ouais. parce que t'en as qui sont pas trop sympas. Alors, on va faire ça. On va juste faire un peu de simple. Parce que, comme on va jouer la semaine prochaine, du coup, je te donne quelques trucs pour que tu puisses te servir de ton perso quand même de façon adéquate. Alors, on a dit... Ouais, c'est vrai que j'aurais pas nécessairement... Après, je regardais pas un petit peu avant, mais c'est vrai qu'en jeu, ça peut être chiant. On guide, hein, c'est pas... Mais c'est bien pour toi, quoi. Sinon, tu auras l'impression de passer à côté de certaines choses. Donc, les séphirim, c'est des devas qui sont attachés à la mission originelle de compilation des actes de lumière. En fait, ils sont plutôt érudits. C'est pour ça que tu as hérité de ça, hein, tant que j'ai dit. Donc, oui, grand livre, c'est pareil. Comme tu as le grand livre, du coup, tu as 2 pouvoirs du séphirim. Donc, tu as un pouvoir, tu peux cliquer dessus. Normalement, c'est censé marcher. Tu as la fiche qui correspond. Donc, sur séphirim, tu as bouche du bâton. Donc, c'est les versets d'Aaron, hein, donc personnage biblique, etc., etc. Et donc, comment ça marche, le grand livre? Il y a une phrase écrite en italique. Donc, par exemple, pour celle-là, c'est « Tous jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles, mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. » Tiré d'un extrait de la Bible, tout ça, passage en Égypte, etc. Donc, pour toi, ça, c'est un karma ténèbres. Donc, moi, j'ai mis la petite icône ténèbres en haut. Des fois, je me trompe. Donc là, du coup, oui, d'accord, il faut, pour que tu l'utilises, comme toi, t'es adepte du grand livre, il suffit d'1 point. Les autres, il leur en faut 2. Toi, tu utilises 1 point karma ténèbres. Là, par contre, il faut vraiment du ténèbre, hein, parce que c'est vraiment la couleur qui correspond. Et du coup, de façon instantanée, tu vas absorber le karma ténèbre d'un être vivant. Donc, ça te remet ta réserve. Or, tu vas me dire, là, pour l'instant, c'est con, j'ai 1, j'utilise 1, je regagne 1. Bon, l'autre, il aura perdu 1 point, quoi. Mais je comprends. Pour l'instant, c'est un peu nul parce que t'as pas de points. Mais dès que ça va monter, et je pense que tu vas être bien obligé de monter ta dépense de karma, ça sera plus intéressant. L'autre pouvoir, parce que tu as le pouvoir lumière aussi du séphirim, qui est garde des offrandes. Donc, en fait, comment tu déclenches hors combat, il n'y a aucun souci dans la vie, parce qu'en fait, tu vas voir qu'il y a des trucs, ça sert pas que pour les combats. Quand tu veux faire un verset, alors les phrases, elles sont tellement étranges qu'on sait tout de suite que quelqu'un est en train de faire un verset du grand livre, parce que si tu sors « Et moi, voici que je te donne la garde des offrandes prélevées pour moi comme droit d'onction par une prescription perpétuelle », si tu veux, dans la conversation, ça se voit. Donc on sait que tu actives ton verset. Quand c'est hors combat, il n'y a pas de souci, il faut juste dépenser le point de karma qu'il faut. Pour ça, Imhotep, il est bien parce qu'il aime bien rebooster les karmas des autres. Hein. Alors c'est bien que, en fait, comme souvent ils ont fait beaucoup de parties tout seuls, tous les deux, ils sont pas des combattants. Bon, ils peuvent se servir de la lame, hein, ça va. Mais comme ils avaient tous les deux des trucs de Zora, c'était assez marrant parce qu'en fait, ils arrivaient à faire des combats mais sans combattre. Enfin, du coup, ils faisaient des trucs mais super tordus et tout ça, mais ça marchait hein, des fois, mais ils étaient obligés parce que c'est ça qui est cool dans les combats de Trinité, c'est que tu peux te servir du terrain. Tu peux te servir de façon indirecte de PNJ en fait en leur faisant faire des trucs et en fait ils ont réussi à faire des fois des combats mais eux ils ont tapé sur personne hein. C'est juste leur pouvoir leur truc donc c'était plutôt cool mais je pense que toi comme t'as le pouvoir de grandir ça les aidera un peu quand même parce que des fois ils ont de la chance et donc quand c'est en combat là on n'a pas vraiment fait de combat parce que c'est difficile de faire en solo. Quand tu fais un combat de façon rapide, il y a des inits. C'est lié à ton jet de compétence rapidité. Donc en fait, il faut faire un jet de rapidité, on divise par 2 et c'est ton init. Quand tu joues en combat, tu peux faire autant d'actions que tu veux. Mais la première, on l'a fait sans malus. La deuxième action à -3. La troisième action à -6 et ainsi de suite. Alors, normalement, dans le livre des règles, c'est écrit, le joueur, il dit combien d'actions il fait et on applique le malus sur tout. Franchement, c'est pas pratique en jeu. Moi, je préfère faire la première, ok, pas de malus. Si t'en fais une deuxième, parce que ça permet aux joueurs aussi de voir, bon, est-ce que ma première est réussie ou pas. Je trouve que franchement, c'est plus jouable. Parce que l'autre système, on avait essayé, mais c'est prise de tête. Déjà, les joueurs, ils savent jamais combien ils vont faire d'actions à l'avance, donc voilà. Donc, du coup, généralement, au max, il y en a un qui avait réussi à faire 3 actions. Mais généralement, t'en fais 1 ou 2, mais tu peux en faire 3.
Alors, on va voir un truc. Les mémos, tu vas les trouver dans le Discord. Tu peux Ouais, les imprimer pour toi à la maison ou si tu as le bouquin. Donc, quand on joue en... Voilà, le truc que je te partage, que je peux partager à tout moment en jeu d'ailleurs, ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire en combat. Et il y a beaucoup de choses. En sachant qu'il n'y a pas toujours que combat et choses comme ça. Par exemple, les actions de combat, mais il y a aussi pas mal de choses tactiques, ou etc. Et rien n'empêche d'utiliser une compétence qui n'est pas ici en action de combat. C'est pas un souci. C'est juste que ça, en fait, ces actions-là, elles sont référencées parce que automatiquement, ça renvoie à une compétence de l'adversaire aussi. Donc du coup, il y a une réaction. Pas toute, hein, mais par exemple, tu vois, si tu déloges un adversaire, bon là c'est facile, tu fais corps à corps contre un corps à corps de l'autre. Mais si tu fais tactique pour évaluer un adversaire, l'adversaire lui va faire subterfuge. Donc moi, son tableau, je le connais pas par cœur. Hein. Mais ça, c'est des actions de combat. Souvent, quand les gens ils savent pas trop quoi faire, c'est bien d'avoir le tableau dessous. Mais après, tout est possible. Hein. Si tu as envie, comme ils m'ont fait des fois, te servir du décor. Généralement, je décris toujours un décor sur une scène de combat parce que c'est vrai que le jeu s'y prête. Il n'y a pas de battle map. Généralement, des fois, je mets juste une image d'ambiance. Et après, on le fait juste en parlant. Tu vois, à un moment donné, ils ont fait un combat contre des chevaliers sans tête. Alors voilà, et je me cache derrière une tombe et machin. Et puis bon, il y en a un ils ont certains pouvoirs aussi qui peuvent aider à déstabiliser. Et donc en combinant leurs auras, leurs trucs, ils ont réussi à faire des choses sympas. Entre la feinte, se dissimuler pendant que l'autre y tirait, tu vois. Mais c'est vrai que franchement, on peut faire des combats, mais vachement différents d'une fois à l'autre. C'est impressionnant. Et puis ça passe bien parce que finalement, comme il n'y a que le podcast, il n'y a que l'audio, c'est vrai que c'est bien de. Ouais, et puis même en jeu. De dire aux gens, tu vois. Pour jouer à Pathfinder, on a des combats qui durent des fois une session. J'essaye que ça soit pas ennuyeux, même si des fois c'est dur, parce que bon, à force de taper, des fois même le MJ c'est plus trop comment il va inventer le coup pour que ça soit pas le même qu'il y a 3 coups d'avant. Mais là, ça arrive jamais en fait, parce que c'est vachement fluide. Oui, donc, c'est ça, c'est. Non mais moi je sais que j'aime j'aime bien des systèmes variés comme ça. J'avais bien aimé cette partie-là dans le jeu. Tu verras, franchement, ça va être pas mal, parce que tu vas jouer les prochaines parties. Après, je pense qu'il y a d'autres qui vont revenir, mais là, pour finir Da Vinci, je pense que tu auras que Aesius et Almarcus. Ouais, c'est. À 3, ça sera sans doute plus facile pour les 2 autres. Puis c'est bien, là, ça fait plus de. Faut pas hésiter à inventer des trucs et tout ça par rapport au décor, ça passe super bien dans le jeu. Donc, les 2 autres que t'as, c'est que t'as un archonte. Alors, l'archonte, c'est vrai, des fois, ils ont des pouvoirs pas trop mal. Alors, pourquoi t'as celui-là? Donc, toi, c'est le Ouallon. Alors, le Ouallon, c'est un archonte empli de haine. Ils exècrent la lumière, les créations, ses serviteurs, profanateurs, etc. Bon, ça va bien aussi avec Gilgamesh. T'as compris dans ton histoire que c'était celui-là. Oui, j'ai bien compris, voilà. Qui était. C'est ça. Il était sombre. C'est normal. D'office, t'as les 2 versets du Ouallon, donc ceux d'Attila. Hein. Donc là, ça rigole plus. Et après, il y a des choses, ça va te paraître un peu ésotérique. Tu vas te dire, qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Oui, il y a des choses qui sont moins utiles que d'autres. Donc le verset d'Attila, si on prend vite le truc herbe morte, en fait, les blessures, elles guérissent plus. Alors quand tu es face à un humain, il va sûrement mourir. Hein, parce que je te cache pas que les humains sont pas du tout solides. Hein. Toi, tu as 3 lignes de vie. Les humains, ils en ont qu'une. Et en plus, ils se guérissent pas bien. Ah ouais. Donc, à un moment, ça peut être bien quand sur un adversaire puissant qu'on a. Donc, on rencontre quand même. Le bouc qui était évoqué, c'est un archonte roi, hein, adversaire de tes 2 autres confrères, et j'ai un récurrent pour l'instant. Mais ça va, c'est un bébé archonte, vous avez une chance. Comme vous êtes des bébés Trinité, donc ça va le faire. Oui, c'est ça. Donc, j'ai supputé que c'était un méchant. Pourquoi le bouc, oui, il y a une histoire, on verra. Et l'autre verset d'Attila, alors transmettre le savoir, ça peut être utile si tu as beaucoup emmêlé, mais toi, en fait, je sais pas combien t'as, je regarde, je me souviens plus.
En mêlée, t'as 2. Alors, je crois que les autres, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup non plus. Hein. Mais bon. Ça peut marcher même sur un humain. Hein. Des fois, ça peut être utile. Et maintenant, c'est là que l'heure du choix arrive. Donc, par rapport à la création du personnage, tu peux choisir encore 2 versets. Les versets, après, tu saches qu'avec les XP, d'ailleurs là aujourd'hui, je vais t'en faire gagner des XP, je vais te les calculer à la fin et puis je te redirai. Là ici, tu as le choix en fait. Ce que je vais faire pour que tu puisses les lire, je vais mettre les 4 dans versets pouvoir pour que tu les lises. Et en fait, dedans, tu vas pouvoir en choisir que 2. Alors, D'accord, ok, ça marche. Parce que du coup, tu as débloqué Gilgamesh, le maître de guerre. Donc, je te les mets là. Comme ça, tu vas pouvoir les lire. Donc, c'est Gilgamesh, le maître de guerre, la peau du lion. Et l'autre maître de guerre. Parce qu'à chaque fois, j'ai les 2. Hein. J'ai celui qui a tout vu. Voilà. Et tu as aussi Gilgamesh, le roi d'Uruk. Donc, tu as le roi insatisfait et égal des dieux. Donc, en fait, je te dis 2 à choisir. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, tu dois choisir soit maître de guerre, soit Uruk, et tu auras le bien et le mal. D'accord, ok. Parce qu'en fait, si il marche par paire. En sachant que l'autre, même si tu peux pas l'avoir tout de suite, quand tu auras assez d'XP, c'est des trucs qu'il y a que toi qui peux les avoir. Parce que ça, c'est aussi un truc, je trouve que les personnages, ils partagent pas leurs versets, hein, c'est leur truc. Il y a des choses que tout le monde peut apprendre, mais ceux-là, je vous les réserve. Donc, au niveau des coups... Et t'en auras encore d'autres qui se débloqueront plus tard, spécifiques à toi. Le coup pour les tiens, donc si t'apprends un verset de lumière avec son pendant ténèbres, pour toi, c'est 9 points d'expérience. Alors que si tu veux apprendre un autre duo de versets, dans ceux que tout le monde peut apprendre, c'est 12. Donc ça te demandera 9 XP. En sachant qu'en gros, sur une soirée, on gagne entre 4 et 7 XP. Voire un peu plus sur des trucs où il y a vraiment... Ça peut monter jusqu'à 10. Mais en moyenne, c'est entre 4 et 7 par session. Apprendre un nouveau script de soumission. Pour toi, c'est 6 points d'XP. Donc, je te mettrai... Là, parce que ça, c'est un truc qu'il n'y a que toi, pareil. Hein. Et après, l'XP, ça sert à quoi faire? À monter les compétences et à apprendre d'autres versets. Il y a des versets qui sont débloqués, en fait, dans les OS. L'intérêt des OS, c'est que à la fin d'un arc, comme Da Vinci Code, vous allez avoir, je crois, il y a 6 couples de versets qui seront débloqués et accessibles à tout le monde. Ah ouais. Mais ça, c'est vrai que comme toi, les versets, c'est quand même un truc bien. Et ouais, c'est vrai que les 2 autres, c'est plutôt des érudits. Enfin, Tesla, son perso, donc Yoann, c'est un ingénieur pas mal riche, hein, quand même. En fait, tu vas te trouver pauvre hein, par rapport aux autres parce que Tesla, ça va. Enfin, Yoann, je me souviens plus c'est quoi son nom de truc, c'est Yoann, je sais plus quoi. Et par contre, le personnage d'Aetius, Avatar d'Imhotep, là, il est... comment ça s'appelle son truc? C'est éco-baron, je sais pas trop quoi. Enfin bon, bref, il est architecte, il construit que des trucs super écologiques, machin. En fait, il est blindé de thunes. Hein. Ah oui, quand vous avez besoin de sous. Après, t'as des ressources. On verra comment on s'en sert. En gros, on s'en sert un petit peu comme des compétences. Mais le personnage d'Aesius, il est blindé de fric. Hein. Donc, du coup, c'est facile. Donc, Lawrence Wenson. Alors ça s'appelle éco-baron, mais en fait, il est blindé de thunes. Et l'ingénieur, bah, ça va, quoi.
Ouais, je sais que j'avais dû écouter. Je sais Ah ouais, plus, ouais, parce qu'il a carrément acheté un bâtiment. À un moment donné, ils se le raconteront peut-être, mais ils ont trouvé un sanctuaire des Trinités, tout ça, là, dans l'histoire de Da Vinci Code. Il a carrément acheté le bâtiment. J'ai vu faire le test, et tout, quand même. Ah oui. Mais vu que le test de ressources, du coup, c'est cool, c'est pratique. Franchement, c'est bien d'avoir un riche dans une partie qui voyage beaucoup. Parce que le personnage de 2, qui est journaliste occasionnel, elle galère un peu. Oui, quoi. j'ai vu qu'elle galérait, ouais. Oui, j'ai remarqué. Oui, elle me faisait je voyais qu'elle galérait dans les... Pas facile. La vie d'une trinité, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai, c'était plus facile. Au 21e. Je sais pas ce qu'elle était avant, mais... Marie Tempête, ah oui, elle était... Ah, mais je l'avais mis dans le commentaire, c'est vrai que tu l'avais choisi, c'est que le coup par rapport... J'avais fini Pavillon Noir peu de temps avant. Ouais, c'est pour ça. Bon, le podcast, c'est vrai que c'était cool. Je l'avais choisi. Ouais. Enfin, moi, je me suis bien amusée du coup à faire le solo et tout. Oui. Son perso, il est sympa, bien. Mais je pense qu'elle attend qu'on refasse Chevalier. Là, elle avait pas trop le temps, mais Trinité, elle attendait le truc du roi Arthur qui lui avait plus plu. Après, mon mari, c'est ce qu'on disait la dernière fois, Marie Tempête, c'est bien. Après, je pensais à plus que après avoir fait du Pavillon Noir, c'est vrai que l'histoire de pirate, bon, c'est bien, ça fait allusion, mais tu peux pas faire beaucoup mieux que c'est pour ça que c'est des souvenirs, donc du coup, au moins, elle sait se battre. Elle. Ouais. Mais après, les souvenirs, mais du coup, ça aide, mais c'est clairement, ça doit pas être le personnage principal de l'histoire. En fait, c'est vos souvenirs, c'est comme un pouvoir, vous faites appel, mais c'est pas, vous êtes pas possédé, quoi, c'est ça. L'avantage, c'est que ça permet aussi, je pense, aux joueurs de s'imprégner un peu des capacités du personnage. De prendre une distance avec l'histoire qui est souvent lourde et chargée. Parce que je te parle même pas de Gilles de Ré, lui. Ah oui, d'ailleurs, parce que je t'ai lu. Alors attends, c'est où mes articles de journal ? Parce que le 15, l'autre article, c'est un miracle à Notre-Dame-des-Anges. Les 2 petits disparus sont retrouvés en bonne santé. Parce qu'après, en fait, ce que je t'ai fait lire comme article de journal, c'est ce qui est paru à cause de l'histoire de 1. Qui... Oui. Voilà. Qui a une histoire super... Voilà. Donc lui, c'est Augustin de Broglie, antiquaire à Paris, qui assume pas du tout le fait d'être une trinité. C'est pour ça qu'il reste un peu en retrait. Et en fait, il a commencé, lui, en étant pourchassé par toutes les polices, comme futur peut-être kidnappeur. Enfin, c'était très drôle. C'était pas drôle pour lui. Ouais, ça j'ai lu, j'ai suivi, je pense que c'est pareil, parce que ça a dû le monter cette partie-là, parce que je l'avais suivi, j'ai dû l'écouter, ouais. Ça passe super bien, enfin, bon, je t'ai dit, ça passe super bien, je trouve, en podcast, enfin, en visio aussi, mais enfin, je veux dire, mais Trinité, c'est paradoxal, c'est vrai que... Parce que comme au final, on a juste quelques images, nous, sur l'écran, du coup, on explique plus, et c'est plus facile à écouter, je pense.